every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Voici les radios Pirates News avec Jeff. Quel beau matin. Wow. Quel beau début de journée. Extraordinaire. Extraordinaire. Jerry, t'es salué? Yes. Mr. White est salué. Et Tiger est salué. Tiger est salué. Est-ce que ça a bien été pour ta blonde au golf? Très bien. Oui. Parfait. Très bien. Les deux ont super bien joué. Yes. Et ils ont du Jeff dans le nez. Parce qu'ils ont réussi à se faufiler à une heure où c'était pas trop loadé. Et ils ont joué en 1 heure. Ils ont joué un 9 en 1h20. Donc, j'étais fier de mes deux filles. Faut pas trop que tu te perdes quand tu joues en 1h20. Donc, ils ont frappé la balle. Ils m'ont dit à un moment donné, c'était tellement fun. Quand t'es pas là, c'est différent. J'ai dit, donc, OK. Bah, je disais, de temps en temps, je les taquine un peu. De temps en temps, je leur joue dans leur mental. Donc, mais je pense qu'ils apprécient quand je suis là. Anyway, on se reprend vendredi pour une petite game familiale. Quel beau sport en famille. Quel beau sport en famille. Et en parlant de golf, pour les gens qui rêvent, tiens, j'ouvre une parenthèse, pour les gens qui rêvent de voir Live Golf revenir avec la PGA, j'ai comme l'impression que les carottes sont cuites pas mal. J'ai comme l'impression que ça ira nulle part, cette affaire-là. Parce que hier, on a nommé un nouveau comité, le nouveau boss de la PGA, celui qui remplace Monahan, qui est là depuis 3-4 mois. Il a nommé un nouveau comité. Et à la tête du comité pour s'assurer de la suite de la PGA et de son développement, c'est Tiger Woods. Donc, Tiger, qu'est-ce qu'il représente pour le golf? Tiger, c'est un traditionnaliste. C'est quelqu'un qui veut que rien bouge. Et je te dirais que c'est le boy à Donald. Donc, Trump, en passant, je sais que Liv a joué une coupe de tournoi sur son terrain, le Doral, à Miami. Mais la PGA retourne au mois de mai au Doral pour la première fois depuis 7-8 ans. Ça, c'est un terrain mythique pour la PGA depuis toujours. Puis à un moment donné, lors du premier mandat de Trump, la PGA a décidé de ne pas retourner. On avait comme utilisé le départ, je pense que c'était Cadillac ou Ford qui était commanditaire. Puis on avait utilisé ça pour dire, alors qu'on savait que c'était un move politique. Mais on s'entend que Trump est très, très proche maintenant de la PGA. Donc, les genres de bonhommes qui étaient là et qui essayaient de virer ça en un show politique. Le golf, c'est républicain. Le golf, c'est Trump. Là. Donc, on retourne au Doral au printemps prochain pour une première depuis, je pense, d'après moi, c'est 6-7 ans de pause sur ce magnifique terrain qui a été refait complètement par Gil Hanse. Il y a quelques années, rappelez-vous, quand la PGA était retournée sur le terrain après les rénovations majeures. Je me rappellerai toujours de voir Rory McIlroy tirer en hélicoptère un de ses fers dans le lac. Parce que je pense qu'une journée, il y avait quelque chose comme 22 balles qui avaient fini à l'eau. Donc, terrain pas facile. Le Blue Monster au Doral. Voilà pour le golf, c'est terminé. Plein de sujets aujourd'hui. Plein d'affaires à jaser aujourd'hui. Beaucoup pas de choses majeures. Pas de choses majeures, mais quand même beaucoup de sujets intéressants. Quoique, il va falloir à un moment donné qu'on s'y mette sur l'histoire des coupes de bois, là, le blocage qu'il y a dans le coin de Latuc avec les Indiens. Là. Il va falloir qu'on règle ça parce que ça commence à être problématique. Les compagnies de bois, dans le coin de Latuc, c'est des compagnies du Saguenay, habituellement, et du lac Saint-Jean qui font la coupe dans ces coins-là. Vous savez que moi, j'ai quelques liens avec les gars de bois. Et il y a zéro revenu qui rentre en ce moment. Donc, les bûcherons sont au chômage. Donc, je sais pas où sont une couple de mes chums qui sont habitués à se promener d'une place à l'autre pour aller faire des coupes, mais probablement qu'il y en a une couple qui sont en chômage en ce moment. Et les compagnies, si ça continue, des immenses compagnies vont carrément faire faillite. Là. Parce qu'eux ont des frais fixes. Ben, ils ont des équipements qui valent des millions de dollars. C'est ça. Et les paiements sur les équipements et sur les frais fixes n'arrêtent pas. Là. Mais ils ont $0 de revenus.
$0 de revenus. Donc, on a un genre de baril de poudre qui est en train de s'installer. C'est pas un sujet qui est jasé beaucoup, mais ça commence à être, on va dire comme je voyais le tweet ce matin de notre chum Pat Laliberté sur X, ça commence à ressembler pas mal à une histoire de au cas, là. Donc, moi, je pense qu'il va falloir les mettre non pas au cas, mais au pas. On donne beaucoup trop de pouvoir aux Indiens, là. OK, il va falloir remettre ça là, dans le contexte. C'est beau, on a pleuré, on s'est fait pardonner, excusez-nous. On n'a pas à s'excuser de grand-chose. On est chez nous, OK? On est chez nous. On est arrivé là, il y avait des gens à quelques endroits, il y avait leur place, il y a eu des confrontations, il y a eu des histoires, il y a eu des genres de guerres territoriales. OK, parfait. Mais that's the way it is. That's the way it is. Tu sais, les Indiens qui étaient en avant de moi au Costco lundi après-midi, avec une commande de 1800$, ça a pris 4 cartes pour payer, par contre. Ça finit par passer. Ça a fini par passer. Ben oui. Beaucoup de ce 1800$ vient de nous, là. Donc, oui, on n'a peut-être pas été fin à une certaine époque, mais là, je pense qu'on est un peu trop fin. À un moment donné, mettons notre pied à terre. Enough is enough. Niaisage. Donc, Les autres, ils veulent pas de coupe sur leur terre ancestrale c'est ça. ou ils veulent faire partie de la patente. J'ai pas le fond. C'est ça. Puis probablement que même s'ils nous disaient que c'est pour les terres ancestrales, je sais qu'à la fin, ce qu'ils veulent, c'est du cash. C'est la seule affaire qu'ils veulent. Comment je fais pour être chez nous, puis changer de skidoo à tous les ans, puis avoir un niveau pick-up à tous les 2 ans? Pas faire grand-chose, l'oisiveté mur à mur, que ce soit payé pour les autres. C'est la seule affaire. Donc, c'est le même que ça marche depuis trop longtemps, puis on est bonasse. Écoutons, écoutons un gars qui est là-dedans, puis qui peut nous en parler, et qui peut... ça dure 9 minutes, là. Je ne vais pas vous faire entendre ça pendant 9 minutes, mais essayez de vous présenter ce qui se passe. C'est un dossier majeur. Le bois, c'est... Tu sais, on peut pas, là... Là, il y a une entreprise sur 5, il y a une PME sur 5 qui va fermer d'ici 6 mois. OK, vous avez bien compris, là. En raison de la guerre commerciale et de l'obstinage stupide des Québécois et des Canadiens, on va perdre une PME sur 5. 20% des PME ne passeront pas les 6 prochains mois. L'ADN du Québec, c'est les PME. Si on n'a pas de PME, il n'y a pas de Québec. Pourquoi? Parce que on est comme ça. On n'a pas une économie qui... Tu sais, on n'est pas... je vais vous donner la liste des plus grandes compagnies du monde. OK? Nous, on ne fait pas partie de ce genre d'économie-là. On est un village. OK? On est un village. On n'est pas plus influent que le Maine. C'est ce que nous... On se prend pour big, mais on n'est pas big. Et la seule raison pourquoi on est ce qu'on est, on est à côté sur les États-Unis d'Amérique. Ça nous permet d'avoir un paquet de petites entreprises. Oui. Et toutes ces petites entreprises-là font de belles petites affaires. Puis ils créent un 50, puis un 60, puis un 30, puis un 120 jobs. Mais c'est le genre d'économie que nous avons. OK? Les États-Unis, c'est une autre affaire. Les États-Unis ont des PME aussi. Ils ont énormément de PME. Mais l'ADN des États-Unis, c'est, entre autres, les 6 compagnies les plus grosses au monde sont américaines. Ces compagnies-là sont toutes dans la technologie. Elles représentent une valeur de 18 trillions de dollars. 6 compagnies valent 18 trillions de dollars.
NVIDIA, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta. Ça, tout ensemble, Oui. ça d'abord, à côté de leur nom, il y a un drapeau US. Ça vaut 18 trillions de dollars. Mettez ça dans le contexte, là. On n'est pas de taille. On ne peut pas se battre contre l'économie des États-Unis d'Amérique. On est un petit village. On joue au tough, mais on n'a pas ce qu'il faut. Dans les 25 plus grandes compagnies du monde, il y a combien de compagnies américaines? Il y en a 22. Ouais, j'allais dire 20. Mais... OK, à part la compagnie Aramco, les Saoudiens, à part Tencent, à part TSMC, Taiwan Semiconducteur. pas grand-chose, là. Les autres, c'est tout américain. Broadcom, Ben oui. Tesla, Berkshire Hathaway, Walmart. JP Morgan Chase, Walmart, Oracle, Visa, Eli Lilly, Netflix, Mastercard, ExxonMobil, Costco, Ah, ça s'arrête. Johnson & Johnson, Palantir, Home Depot, AbbVie. Ça, là, c'est les 25 plus grandes compagnies sur Terre. Celles qui ont la plus grande valeur. C'est ça. Puis en revenu, c'est Walmart. Je pense, l'argent qui rentre dans la caisse, là, c'est Walmart, la plus grosse compagnie au monde. En revenu. Combien de milliards? On Ça doit être ça fait comme 300-400 milliards. va te dire ça. Non, mais pourquoi je mets ça dans ce contexte? Tu sais, c'est qu'à un moment donné, sur tout ce qu'on regarde, il faut se... Quand on va ailleurs, on a une perspective différente d'abord de où on s'en va et de où on est dans la vie de tous les jours. Malheureusement, quand vous revenez de ce voyage-là qui vous a shaké un peu sur... Oh, ouais. Tu sais, mettons, on partait en Chine. Vous voyez ce qui se passe, mettons, à Shanghai. Vous revenez ici, vous êtes tabarnache. Oui, c'est. On n'est pas là, Il y a là. un choc. C'est 685 milliards. Et si boire. Il rentre 685 milliards dans la caisse. Bien, ouais, dans la caisse. 685 milliards, c'est un magasin, là. Ils vendent de la guenille puis des. Ils vendent des bobettes Heinz. là. Ils vendent des bobettes Heinz puis de la crème pour le visage puis de la bouffe à chien. Oui. Des barbecues. C'est spécial quand tu vois ça. Calif. Donc, c'est dur quand on est... Tu sais, tu me dis, avant de partir en vacances, tu me dis, j'ai besoin de sortir. Ah oui, j'ai besoin de sortir. C'est ce que tu me dis. Tu me dis, Oui. j'ai besoin de sortir. Oui, je m'en vais me guérir. C'est comme parce qu'on a une blessure. Il y en a plein qui sortent pas, je veux juste te le dire. Là. Je sais. Puis Et- il y a des années que j'ai pas sorti aussi. Ils sont pas guéris non plus. Puis j'ai une petite nouvelle pour toi. C'est que dans 1 mois, c'est comme si tu n'étais pas parti. Parce que c'est ce que ça fait. C'est ce que ça fait. Quand on vient, on a un choc. 1 mois plus tard, on s'habitue où on est, puis on a de la misère à voir ailleurs. L'horizon est dur à trouver. Vive le web, non pas les médias traditionnels qui ne vous parleront jamais de patente de même, mais vive le web qui nous permet de voir ce genre d'infos-là, puis nous remettre dans le contexte un peu. Les amis, on n'est pas là. On est zéro, là. Pour survivre, on a besoin de petites compagnies, Oui. des mom and pop, des affaires plus petites. Radio Pirate. Radio Pirate, on a 5 salariés Radio Pirate. Plus des fournisseurs. Tiger n'est pas sur le payroll encore. Pour des raisons fiscales, Tiger est sur le payroll. OK. Mais il peut y avoir une PME de 90 employés, il peut y en avoir une de 125 employés. Toutes ces petites PME-là c'est l'ADN du Québec. Ils sont trop silencieux en ce moment en passant. Vous allez crever par votre silence. L'asti de silence du Québec,
Où est-ce qu'on n'est pas capable de se dire les vérités parce qu'on a peur des conséquences. Oh ouais, t'es-tu en train de défendre Donald Trump, toi, Chris? Donc, les gens ont peur. Donc, il est mieux se taire et mourir. Donc, les petites compagnies, les petites PME sont en train de crever. Je vais vous donner un exemple du silence. Le silence, il est médiatique également. Valérie Plante, je vais voir ça. Valérie Plante dit avoir les mêmes priorités que Mark Carney. C'est peur, hein, ça? Chris en dit beaucoup sur Carney. Elle s'en va. Là. Elle s'en dit beaucoup sur... Donc là, je lisais ce matin que le monde n'arrache. Là, hein? Le monde a de la misère. Bon, le monde a de la misère, le monde n'arrache. Oui, c'est les mêmes histoires tout le temps. Mais on reste comme ça. Là. On aime Carney. On est content. On est content. T'es en train de crever, Chris. T'es content de quoi? Mais ils sont contents. Ah, il nous défend, lui. Il ne défend de rien. Il est en train de te faire les poches. C'est ça. Les gars qui vous font les poches, c'est pas juste des gars avec des tatous et des bijoux en or. Là. Mais vu l'histoire là, du gars qui a 2 entrepôts à Québec et qui vend plein de stocks qu'il n'y a pas, là, il y a du monde assez stupide pour mettre 2 puis 3 000 piastres sur quelque chose qu'il n'y a pas en inventaire. Ah, regarde, mets-moi 2-3 000 en cash down puis on va te le faire venir. Puis là, finalement, le stock n'arrive jamais. Avez-vous vu le gars? Avez-vous vu l'allure du gars? Je ne laisserai pas une pièce. Mais on est bonasse de même. On est niaiseux de même. Donc là, ce matin, dans le Journal de Montréal, il y a des témoignages de parents qui nous parlent de la rentrée scolaire. Depuis que je suis au monde. À chaque année, c'est pareil. Depuis que je suis au monde, les gens se plaignent que ça coûte cher à la rentrée scolaire. Vous envoyez vos enfants à l'école, Calis, ça va coûter, oui. Ça va coûter 500-600 piastres pour s'éduquer? Ben oui. Le but derrière ces articles-là, c'est toujours la même chose. Que le gouvernement paye. Ben oui. Nous, payons pour la fourniture scolaire. Toujours la même affaire. Mais dedans, il y a encore la fameuse patente. Je vais vous donner ça. Donc là, les gens se plaignent. Il y en a un qui dit... il y en a un qui a des petites étoiles, là. À quelques jours de la rentrée scolaire, des parents doivent composer avec des prix de fourniture scolaire qui grimpent en raison des tarifs douaniers et des quantités demandées sur les listes parfois jugées exagérées. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. À la fin de l'année, il y a la moitié du stock qui n'a pas servi. Ça, c'est clair. Ça, on le sait. Tu peux fermer la petite porte là-bas, mon ami Mr. White. Ça n'a juste plus de crise d'allure qu'ils nous font acheter, lance Derek Morin, un père de famille sur TikTok. Même les journaux prennent ce qui se passe sur TikTok. Donc, entre 600 et 750 $, c'est la dépense moyenne par enfant pour la rentrée scolaire au Canada. Et là, ça commence là. Lisez, écoutez bien ça. La Banque du Canada vise maintenant l'inflation à 2 %, mais cette hausse pèse tout de même sur les budgets des familles et cela s'ajoute à l'impact des tarifs douaniers de Donald Trump. Il n'y a pas... Parce que là, le gars, il dit, vous savez, les crayons et les cartables, ils arrivent de Chine, mais c'est un fournisseur américain qui les fournit, donc ils passent par les États-Unis. Clairement, les tarifs font augmenter. Ce ne sont pas les tarifs de Donald Trump. Ce sont les tarifs de Mark Carney, celui que vous aimez. On l'adore. On l'adore, Carney. Et Mark Carney et les libéraux et le gouvernement canadien et le Canada
est un partenaire d'affaires voyou. Parce que c'est un partenaire d'affaires qui ne respecte pas l'entente qu'il a signée avec les États-Unis d'Amérique. Le libre-échange entre le Mexique, le Canada et les États-Unis qui a été signé il y a quelques années avec Donald Trump. Le Canada ne respecte pas cette entente-là, car dans l'entente, il y a toutes les fournitures scolaires. En principe, les fournitures scolaires ne peuvent pas être tarifées, donc taxées. Mais le gouvernement canadien, pas Donald Trump, Mike Carney, la blonde, là, on va y nommer les noms. Là. Le blanc. Comment s'appelle la blonde, la fille de Montréal? Mélanie Joly. Là. On n'en connaît pas bien de ce gang-là, mais on va y nommer. Là. Ces gens-là, ce sont des voleurs. C'est des gens qui vous volent. C'est des gens qui, jusqu'à maintenant, dans un butin, ont ramassé dans vos poches près de 4 milliards de dollars en quelques semaines seulement. Avec des produits qui sont protégés par une entente de libre-échange. Les Américains, dans l'histoire de tarifs de Trump, ne sont pas tarifés et taxés sur des produits canadiens qui sont dans l'entente de libre-échange. Il n'y en a pas. Les seuls voyous, c'est nous autres. Mais on continue de répéter, et c'est pas pour rien qu'après ça, on leur pose des questions dans un sondage. Êtes-vous content de Carney? Oh oui, il tient tête. Il tient pas tête du tout. Il profite de la situation pour vous appauvrir, pour vous taxer et pour lui et son gouvernement s'enrichir. Ce sont des véritables fucking bandits. OK? Des bandits. C'est ça qu'ils sont. Mais les innocents qui font la course aux fake news, les innocents de membres des médias, les plus cruches que vous allez voir dans votre entourage, si vous avez 50 personnes alentour de vous autres, dites, hey, il me semble que ces deux-là, c'est deux astis d'épais. Tu vas y voir, tu leur demandes ce qu'ils font dans la vie. C'est sûr qu'ils sont journalistes. Dans un groupe, les plus cruches de la gang, c'est toujours les membres des médias. Je sais, je suis là-dedans depuis 1984, je les ai toutes rencontrés. D'abord, tout du monde avec des valeurs douteuses, mais surtout toutes des hosties d'épais. Donc, semblerait que la nouvelle, puis ça, c'est pas une fake news. Ah non, nous, on dit la vérité. Nous, c'est les vraies nouvelles. Donc, c'est pas nous autres, c'est les tarifs de Donald Trump. C'est incroyable, pareil. C'est incroyable. Quand tu penses à ça, c'est incroyable. Donc, si on continue à être entêté, si on continue à jouer au plus fort alors qu'on est... Tu sais, t'es une équipe Bantam 2A. Dans ta ligue, t'es bon. Ah, c'est ça. Oh oui. Mais tu peux pas aller jouer contre les Panthers de la Floride. Tu vas en manger une calisse. Prends pas de pari. Tu vas te faire laver. Ça va finir 57-0. Ça va être une hostie de volée. Tout le monde sait ça. Ceux qui disent qu'ils ont une chance, c'est des malades. Ben, c'est ce qu'on a en ce moment. On a des débiles qui vous font croire qu'on a une chance de passer à travers. Une PME sur 5. Si on ne finit pas cette folie-là, il y a une PME sur 5 qui ferme. C'est gros en tabarnak. C'est gros, ça, là. Ça, c'est de la nouvelle. Ça, c'est de la news. OK, ben voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui sur la version live de Radio Pirate. Plus de Radio Pirate News dans la version Prime. Radio Pirate. Radiopirate.com
Radio Pirate. Radiopirate.com. Pour la première de la saison, avec Yann et Frank. Les boys, vous êtes salués. L'été a été correct. Comment ça s'est passé de votre bord? Vous n'avez pas arrêté de travailler pendant tout, vous autres, là? Ben, on a roulé. Frank, as-tu pris des vacances? Moi, j'ai pris une semaine. Joanne a pris un peu. On a réussi à rouler le podcast tout l'été. L'actualité était weird, on peut dire. Arthabasca était intéressant, mais outre Arthabasca, Trump en donnait un peu. Mais sinon, le Québec était raide mort. Ah, c'est dur. C'est dur. L'été, c'est vraiment dur. Tu sais, ceux qui font ceux qui remplacent dans des stations de radio traditionnelles, puis qui ont, tu sais, des fois, on les juge parce que c'est souvent des juniors, c'est souvent des gens inconnus un peu. Mais ils n'ont pas de sujet, rien. Tout le monde est arrêté partout. Tu sais, c'est quasiment un chien. Alors, mais avouons que ça a quand même reparti quand même assez raide. Tu sais, moi, souvent, mon stress du mois d'août, c'est ça. C'est de savoir s'il va y avoir des affaires à jaser, puis ça a été pas si mal. Puis, surprenamment, on dirait que ça repart quand même assez vite. C'est moi qui rêve? Non, ça repart assez vite, puis juste le début de semaine avec les sondages, puis tout ça, puis la rentrée parlementaire qui s'en vient, la CAQ qui va essayer de bricoler une espèce de remaniement qu'ils ont annoncé 2 mois à l'avance. Personne n'a compris pourquoi ils ont fait ça, là. Mais c'est clair qu'on n'est pas au bout de nos peines. Il y a aussi, je pense, un sujet qu'on ne parle pas assez, mais c'est la Christie de commission Galant sur sa clique. Là. Ils nous ont quand même fourré de 600 millions dans leur affaire, si c'est pas plus. Là. Avec personne n'est au courant, finalement, on commence à comprendre que tout le monde était au courant. Incluant les libéraux avant la CAQ, là, on peut même aller plus large que ça. Là. Ben oui, puis c'est ce que je disais cette semaine. On en a parlé brièvement dans un des podcasts, mais ce que je disais, c'est que si la tendance se maintient, comme on dit, là, puis c'est bien le PQ qui est élu, là, l'état de grâce, ça ne durera pas longtemps. Là, parce que en ce moment, il y a 180 projets informatiques au gouvernement, si j'ai bien 180 ou 182, qui sont sur la traque ou en train d'être faits. Puis la majorité ont des dépassements de coûts ou sont en voie d'en avoir. Fait que, le prochain, on le voit, ce qui pète en ce moment, c'est plein d'affaires que les libéraux ont initiées, soit du temps de Couillard ou même avant. Puis, à tort ou à raison, on blâme le gouvernement qui est en place parce que maintenant, il faut que ce soit de la faute de quelqu'un. Ça peut pas toujours être la faute des autres qui étaient là 15 ans avant. Mais quand le PQ va prendre les rênes, si c'est eux autres ou si c'est Pablo, ces scandales-là vont continuer de le péter dans la face un après l'autre. Puis quand là, ça va être un nom qu'on ne connaît pas encore, mais ça va être une autre histoire de dépassement de coûts. Ça va être une autre histoire de réfection de tunnel qui coûte le double. Ça va être une autre histoire de tramway qui ne marche pas ou de REM en panne. Fait que, le modèle s'effondre devant nos yeux, mais les politiciens un peu nono pensent que quand c'est eux autres qui vont prendre le pouvoir, tout va bien aller. Oui, mais vous allez toutes vous coltiner la même merde encore. C'est vrai, là, ce que tu dis. Il y a plein d'affaires là-dedans. C'était quoi la lanceuse d'alerte? En 2017, elle avait dit aux libéraux que ça clique, puis tout ça, ça marchait pas. Ben là, on est rendu en 2025, puis ils sont pognés avec ça encore. Puis le prochain gouvernement va être pogné avec ces mardes-là encore. Puis, tu sais, on a analysé en profondeur le léger qui est sorti ce matin. C'est pas juste le PQ remonte. On est allé un peu plus en profondeur, voir les jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qu'on pense de François Legault exactement, le changement? Il y a une couple de constats très clairs qui ressortent. Les Québécois veulent du changement. Ça, c'est sûr à 100%. Somehow, il y a des caquistes qui pensent que le changement, c'est François Legault. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui répondent un peu d'une drôle de manière au sondage. Mais quand tu fouilles un peu, ce que tu te rends compte, c'est que le vote péquiste, là présentement, les péquistes sont sur un air d'aller. Ils sont même, on l'a vu pendant l'été, ils sont devenus extrêmement arrogants. La campagne d'Arthabasca n'a pas été bonne parce que les péquistes ont viré plus qu'arrogants dans cette campagne-là. Ils ont jeté les gants avec les conservateurs. Ça a donné un bon show pour vrai. En termes médiatiques, on pouvait être content de ça. Le show était bon. Mais là, les péquistes, présentement, sont dans une ligne de pensée où est-ce que chacun des pions est en train de se placer pour le pays. 2027, on est indépendant dans leur tête. Puis là, tu es là, tu te dis, Christy, les amis, êtes-vous sûrs de votre shot? Parce que moi, quand on regarde vraiment en profondeur, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a 27% des péquistes présentement que c'est pas des souverainistes. Oui. Et ça, c'est un hostifie de red flag. Il y a la moitié qui tripe sur... puis il y a la moitié qui tripe sur Carney aussi. La moitié tripe sur Carney, puis la moitié de la moitié est contre l'indépendance. Ouais, ça va pas solide, là. Ah, mais crime.
Pas ça Non, d'Internet. mais C'est qui ce monde-là? Moi, je comprends plus rien. OK, moi, je vous le dis, là, le sondage, je comprends plus rien. C'est un pâté chinois. On n'est pas suivable, Carlis. C'est pas analysable, cette affaire-là. Voyons. il y a une façon de le faire. La seule façon qui peut rendre ça cohérent, parce que les Québécois, ça reste pas des tarés. Il y a moyen de rendre ça cohérent, puis la seule façon d'y arriver, c'est que le désir du changement est très, très, très réel. Ça, c'est vrai. Fait que les politiciens qui vont se battre pour le désir de changement, ils vont le faire pour de vrai. La deuxième chose qui est réelle, c'est qu'on ne vote pas pour les politiques publiques. On ne vote pas pour les grands enjeux non plus. Tu sais, la souveraineté, c'est un grand enjeu, mais les gens ne votent pas pour ça. On ne vote pas pour les budgets ou ces affaires-là. On vote en réalité pour les personnalités. On vote simplement pour les personnalités. Plav Zanetti dit, puis Jerry, tu me l'as dit aussi hier, tu me dis, c'est uniquement pour des changements de face. C'est juste des changements de face qu'ils veulent. Oui. Puis on l'a vécu avec le fédéral de toute façon. La thèse est quand même assez facile à défendre. Fait que là, il nous reste un grand inconnu dans cette histoire-là. Qu'est-ce qui fait que présentement, les caquistes ne sont pas en train de fuir? Le staff politique est en train de fuir la CAQ. On l'a vu pendant tout l'été. Il y a plein de staffers qui ont quitté la CAQ. Ils vont où? Ils s'en vont dans le privé? Oui, pas mal. Des affaires un peu bizarres. Mais il y en a. François Legault va en placer aussi beaucoup dans la fonction publique. Parce que c'est quasiment... la CAQ, là, il y en a qui disent que c'est une coalition, mais je veux dire, dans le personnel politique, quasiment 80-85% du staff, c'est des anciens péquistes. Là. Oui. Est-ce que les péquistes vont les reprendre? Ben, je ne sais pas jusqu'à quel point, quand tu as fait 6, 7, 8 ans avec la CAQ, tu as le goût tant que ça de rester en politique. Moi, j'ai l'impression que la belle job de la fonction publique avec le vrai fonds de pension puis des heures normales est très intéressante. Là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aboutir là plus qu'au PQ éventuellement. Oui, puis de toute façon, le PQ, ils ont l'embarras du choix parce que tous les staffers mécontents ou déçus des autres formations politiques, y compris du PCQ, veulent aller travailler là. Fait que, c'est ça la... Non, ils vont ramasser Cavalieri. Mon chum Raph. Mon chum Raph, mon buddy. Oui, ils vont ramasser Raph. Lui, il va aller virer ça en patente ethno-nationaliste. Ça va être le fun au bout. mais le grand inconnu présentement, c'est que c'est quand même surprenant. Il n'y a pas de dissension au sein des députés caquistes, alors qu'on sait qu'ils vont tous perdre le job. Là. Présentement, il y aurait 0 député. Fait que, ça, c'est le bout qui n'est pas normal dans l'histoire. Fait que c'est pour ça que le dernier grand coup de François Legault, c'est le remaniement ministériel. Peut-être que les députés lui laissent une dernière chance. Mais éventuellement, si le remaniement ne fonctionne pas, puis il ne devrait pas fonctionner normalement, là, on peut s'attendre à une démission de François Legault cet automne. Ça va être assez spectaculaire avec une course à la chefferie qui s'en vient. Puis, tu sais, j'ai parlé de Sophie Brochu quand même beaucoup au printemps, mais présentement, il y a quelqu'un qui a aligné les planètes pour être disponible. C'est le président de Desjardins, Guy Cormier. Lui, je ne serais pas surpris de le voir arriver dans le portrait. Mais tu sais, je veux dire... Si éventuellement la CAQ change de chef, est-ce que le 27% de péquistes non souverainistes retournent à la CAQ? Est-ce que les gens qui trouvent la belle coupe de cheveux de Pablo Rodriguez intéressante retournent à la CAQ? C'est quand même possible. Fait que, moi, j'ai l'impression que tout ce qu'on a comme data politique présentement, même si on est à un an de l'élection, ça vaut rien. Ça vaut rien. Non, je suis d'accord. Ça vaut. Ouais, il y a beaucoup de spinage aussi là-dedans. Là. Même moi, j'ai embarqué là-dedans pendant un bout. Je disais, c'est vrai, Pablo, il a de l'air... Pas qu'il est bon, mais je veux dire, je me disais, on dirait qu'il amène de quoi. Puis là, mais moi, je pense à force de se faire répéter, il y a un effet Pablo, excuse-moi, dans Arthabasca, ils n'ont même pas fait 10%. Là. Franco, il n'y a aucun effet, Pablo. Le gars, il n'a même pas de compte. Le gars est sur Blue Sky. Non, mais c'est vrai, le gars est sur Blue Sky. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais là, man? Je comprends, là, mais tu sais, en même temps, on le sait pas. Là, quand il va commencer à faire la tournée des CHSLD, flatter des mains de dames esselées en leur disant qu'ils vont perdre leur pension s'ils votent le PQ, on le sait pas quel effet ça va avoir. Moi, je pense qu'il peut scorer très fort avec les vieux, ce monsieur-là. Mais pour l'instant, il n'y en a pas vraiment d'effet. Mais comme dit Yann, l'élément qui manque dans l'histoire, c'est qu'en ce moment, on sait qu'on n'a pas le portrait complet parce qu'on sait, je pense, pas mal tout le monde, qu'il n'y aura pas de François Legault sur le ticket en 2026. Là. Il peut pas. S'il fait ça, il est plus nono qu'on pense. Oui, parce qu'il a fait la tournée des fromageries Victoria, là, et c'est là qu'il est à l'aise. Puis, je ne sais pas à quoi ils s'attendent. À part du monde qui vont mentir, ils disent on vous aime, alors qu'ils n'ont pas voté pour ou qu'ils ne veulent plus le voir. Mais tu sais, je veux dire, le sondage, au-delà du sondage léger de cette semaine, le sondage Arthabasca, il est clair. Là. 93% des gens ne veulent plus t'avoir. C'est clair et net.
Puis, Exact. on est vraiment dans l'histoire de l'humanité, c'est jamais arrivé que 90 députés qui s'apprêtent à perdre leur job désirent aller faire un dernier combat avec leur valeureux chef. Là. La politique n'a jamais fonctionné de même. Ça ne commencera pas à fonctionner de même cette année. Là. La guerre va finir par pogner dans ce parti-là si François Legault ne quitte pas. Ben, ça montre pareil la bande d'abrutis qu'il y a là-dedans. On les avait vus pendant la COVID, ils étaient enfermés chez eux, ils recevaient des emails à la tonne de gens crinqués, des histoires de leurs jeunes, puis de leur business fermé. Puis il y en a eu des patentes. Là. Il y en a eu des gens qui ont pogné le email ou qui ont essayé de les appeler, puis tout. Puis ces gens-là se sont cachés. Puis tu te disais, mais voyons, comment ça qu'il n'y a pas un qui se lève pour essayer de brasser la patente, puis dire, hey, je t'ai cœuré de faire passer pour quelqu'un de pas fin, alors que moi aussi, je trouve ça un peu fou. On avait pogné quelqu'un, à un moment donné, dans un party ou dans un souper qui avait réussi à parler un peu, puis il avait été comme enregistré off-mic. Là. Mais pour ça, il n'y a pas eu grand-chose. Mais là, tu vois, là, en ce moment, là, de voir que ces gens-là sont en train de fonctionner comme si le parti était premier ou deuxième des sondages, alors qu'ils risquent de tous disparaître, toute la gang, puis qu'ils ne disent pas un mot. On a affaire à une gang de bizarres. Là. C'est vraiment une méga gang de bizarres. Puis il y a plein de gens là-dedans qui leur a promis quelque chose. Oui, ou ça. Oui, c'est ça qu'on ne sait pas. Mais moi, je pense qu'il y a plein de gens là-dedans qui auraient pu sérieusement sauver leur honneur s'il y avait, au moment opportun. Tu sais, quand Legault est rentré dans le bureau à Guilbeault, puis il a dit, garde là, on va caller une conférence de presse, puis tu vas aller enterrer le troisième lien. Mais si les députés de la région de Québec étaient partis les 10-12, puis ils avaient dit, garde, on quitte le parti, on crée une nouvelle formation, elle ou je ne sais plus qui d'autre va être le chef de ce parti-là, il aurait sauvé le siège. Là. Tout le monde aurait fait genre, OK, ça, c'est du monde qui se tient debout pour un dossier qui est important pour la région. Ils ont sacrifié de l'argent, ils ont sacrifié de quoi, puis ils partent à l'aventure. Mais moi, je pense qu'ils ne seraient pas en train de disparaître. La raison pour laquelle ils disparaissent, c'est que les gens n'ont plus de respect pour du monde, on dirait qu'ils n'ont aucune valeur, aucun principe. Ils tiennent tu te dis, vous tenez à quoi finalement? Vous tenez à quoi? T'sais, le parti a virevolté sur tous les sujets, puis tout le monde reste là, tout le monde attend, tout le monde... Et c'est pour ça que ça prend un externe aussi. Il n'y a personne à l'interne qui est prêt à prendre la place de François Legault. Ils sont tous brûlés. Oui. Ils sont tous brûlés. Toute la gang. Guilbeault est brûlé. Bonardel, il est aux fraises. Il est en train de se faire brûler avec la SAC aussi. Là, tu dis, ils sont tous brûlés, toute la gang. Mais... ça reste possible. Ils peuvent avoir de l'espoir parce que les libéraux fédéraux l'ont fait. Exact. C'est ça qui change la donne. C'est ça qui change la patente. Il y a une complexité. C'est tellement complexe, le vote québécois, c'est inimaginable. Tu prends ce qui s'est passé dans Arthabasca, enlève Victoriaville. Tu prends Victoriaville, là, tu le siphonnes, tu l'enlèves. Duhem passe. Là. Oui, les statistiques de Radcam. Ce qu'ils ont réussi à faire mais c'est fou, là, parce que... Ce qu'ils ont réussi à faire... Mais juste dire, Duhem était relié, autrement dit, oui, mais tu veux dire la gestion de l'offre, puis le monde n'aime pas trop ça, puis tatati, puis tatati. Christophe, enlève la ville de Victo, puis les vieux pépères, puis Duhem passe easy. Enlève même pas la ville de Victo, enlève les centres de personnes âgées. Mais ils sont là, les estis de bâtisses. Oui, mais c'est pas toute la ville au complet, tu comprends? Ce qui va arriver avec la politique présentement, c'est la chose suivante. C'est que l'électeur est très difficilement mobilisable pour un parti politique, comme les libéraux, comme Québec solidaire, comme le PQ même à la limite. C'est vraiment dur de mobiliser l'électeur pour ces partis politiques-là. Par contre, l'électeur présentement est facilement mobilisable pour un seul sujet, c'est être anti-Trump. Pour être anti-Trump, l'électeur est très, très, très facile à mobiliser. Et ce que les partis réussissent à faire présentement, c'est de créer un référendum sur Trump à chacune des élections. Au niveau fédéral, c'est ça qui est arrivé. L'élection, c'était est-ce que tu es en faveur de mini-Trump ou tu es en défaveur de mini-Trump? Ça n'a été que ça. Fait que la journée que tu étais en défaveur de mini-Trump, tu devais voter pour le parti qui a plus de chances de combattre mini-Trump. C'était les libéraux dans ce cas-ci. Le vote NPD a largué son parti complètement pour aller du côté des libéraux. Ouais. Dans Arthabasca, on a vu la même chose. Cette élection-là s'est transformée dans une élection référendaire pro ou anti-Duhem, mais si tu pousses un peu plus loin, tu vas te dire Duhem égale Trump. Ouais. On Duhem, est vraiment c'est dans Poilievre et mini-Trump, donc Duhem et mini-Trump. Donc, les électeurs, présentement, votent de manière extrêmement stratégique en fonction de mettre des bâtons dans les roues d'un politicien qui a le potentiel de ressembler un peu à Donald Trump.
Parce que ça leur fait peur pour de vrai. Ils veulent rien savoir d'avoir un Donald Trump au Québec. L'électeur québécois veut rien savoir de ça. Il sait qu'il faut pas ça. Il se fait dire que Poilievre et Duhem sont Trump, donc je veux contrer ça. Donc, ils ne font que du vote stratégique en fonction de ça. Moi, j'ai de la misère à croire que dans Arthabasca, les libéraux sont à 7% pour de vrai. Il y avait quand même une pas pire candidate, les libéraux. Ils ont fini à 7 parce que le vote NPC, les gens avaient la chienne d'Éric Duhem. Le chef n'est pas allé. Hein? Le chef n'est pas allé. On dirait que, moi j'appelle ça une coalition. Il y avait une genre de coalition pour laisser le PQ gagner. Il y avait vraiment une volonté à ce qu'on ne veut pas voir Éric Duhem à l'Assemblée nationale. Moi, c'est le côté qui m'écoeure de ça. Puis ils n'ont pas fait campagne, ni Legault l'a fait non plus. La gang de QS n'ont pas fait. Même la fille n'était même pas là. Donc, oh non, c'est une campagne de paru, mais il y a quelque chose de le fun quand même avec les Québécois dans le sondage de Léger. Puis ça, il n'y a personne qui va vous en parler, mais on l'a spoté un matin dans le podcast. Les Québécois, en général, quand tu leur demandes est-ce qu'Éric Duhem devrait avoir une présence à l'Assemblée nationale, tu as 40% des gens qui disent oui. Mm-hmm. La plupart des gens ont un côté très démocrate en dedans d'eux. Donc, le cirque qu'on voit à télé, c'est déphasé avec ce que les Québécois veulent pour de vrai. Même les péquistes, les caquistes, les libéraux, les solidaires même les solidaires avaient un chiffre assez élevé. Les solidaires considèrent que oui, effectivement, dans une bonne proportion, Éric Duhem devrait avoir une présence à l'Assemblée nationale. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, crème, les Québécois sont pas si dédaigneux que ça de la politique puis de la démocratie, mais de la manière que c'est présenté dans les médias, par contre, on vire tout en cirque anti quelque chose. Puis tu sais, moi, je suis un peu tanné de ça. Je veux dire, Donald Trump n'a pas un grand impact sur nos vies. Là. Mais ici, on a une peur bleue de Donald Trump qui est absolument phénoménale. Là. Et ça, c'est discuté par du vrai monde réellement autour des feux de camp cet été. Là. Fait que là, t'es là, tu te dis, ouais, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Puis c'est là que je manque d'idées. Comment qu'on fait pour contrer ce discours anti-Trump-là qui se transfère en anti-Poilievre? Le bout que je comprends pas, je vais le répéter pour la millième fois. Tu sais, moi, j'aime Trump, mais sur le côté péquiste de Trump, je l'aime pas. OK? Donc, je suis pas obligé de tout aimer Trump. Mais son leadership de cette semaine, j'adore ça. J'envie les Américains d'avoir un genre de leader de même, puis un gars qui veut la paix. J'adore quand Trump... C'est là qu'il est à son meilleur. Le côté péquiste, nationaliste économique, toute la patente, puis je vais calisser le boss d'un tel dehors, je vois ci, ça, ce côté-là, ça m'énerve. Les tarifs, ça m'énerve. Le gouvernement veut acheter des actions d'Intel. Ben oui, c'est ça. Donc, tout ce bout-là m'énerve. Mais, le matin, je suis aux États, je vote encore pour Trump, OK? Mais je veux dire, ce que les Québécois racontent sur l'achat local, sur les compagnies qui réussissent, sur ce qui se passe, c'est carrément Trump. Ben oui. Ils sont exactement comme Trump. Ils détestent ce qu'ils aimeraient d'un politicien s'il y a un Trump québécois. Puis, quand on réussit à ne pas l'appeler Trump, vous comprenez? Mais vous prenez les mêmes idées, vous le mettez à la tête du Parti québécois, vous êtes pareil, le même idée. D'ailleurs, les politiciens ont un peu ces idées-là. Mais Chris, c'est ça que les Québécois aiment. T'sais, cette semaine, je parlais à un gars, hey, la mayonnaise mag, c'est incroyable, l'achat. Oui. Ah oui, mais c'est Trump, ça! Ils s'en rendent pas compte. Non. Oui, mais ça, je pense que c'est ce que tu dis là, ça joue sur quelque chose de très profond, ancré chez nous, là, collectivement. C'est qu'on a une forme de mépris pour ce qu'on jalouse fondamentalement. Moi, je pense que comme on s'est comme inventé une histoire au Québec, que on est gentil, on aime le consensus, on veut pas trop que ça brasse, parle pas de religion, parle pas de politique, puis d'argent à table, ce genre de trucs-là. Mais au fin fond de nous autres, là, je pense beaucoup rêveraient d'avoir un genre de leader de même, un peu autoritaire, un peu mal dégueu. Ben, tu sais, c'était le succès de la Baume à Québec, là. Oui. Un gars qui a mal engueulé, tu sais, puis tout ça. Ben, ça, c'est... Un brasseux. Un brasseux, un péteux de croche, tout ça. Mais, tu sais, moi, je l'ai déjà dit souvent, si le PQ avait eu un genre de Trump, ça ferait longtemps que le Québec serait un pays. Ben oui. Ça ferait très longtemps que le Québec serait un pays. Mais on préfère plutôt le bon gendre à... Le beau-fils gentil, puis tout ça. Beige, puis qui brasse pas trop, parce que c'est l'image qu'on aime projeter de nous-mêmes, puis qu'on s'imagine qu'on est. Mais quand tu vas dans... Tu sais, moi, je le dis souvent, l'image publique du Québécois puis le Québécois en privé, c'est tellement deux affaires différentes. Tu sais, moi, dans ma vie privée, j'ai souvent l'impression d'être le modéré, là.
Je parle avec du monde qui me disent des affaires, des fois, je suis comme Chris, tu dis jamais ça devant du monde, ça n'a pas de bon sens. Il y a des gens qui ont des idées extrêmement radicales, puis même quasiment violentes des fois. Tu te dis, ce monde-là, ils se virent de bord puis ils ont peur de Duhem. Oui. Mais tu sais, tu viens de me dire une affaire que je peux même pas répéter dans un podcast. Mais non, c'est ça. Très dur à suivre. Très, très, très dur à suivre. RadioPirate.com RadioPirate.com Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Bam, bam, bam. Badam. Ce qui fait réagir beaucoup de monde. J'ai reçu plusieurs messages. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs messages. Qu'est-ce qui se passe? Que passe ça? L'histoire de la SAQ qui va détruire 300 000 piastres de produits américains. Mais ça, c'est de l'idéologie, là, tu comprends? Tu comprends que c'est... Oui. Ça montre qu'on est mené par des idéologues, là. On n'est pas mené par des gens rationnels, là. On est mené par des fous, là. Le corps, il vient d'en haut, by the way. Le corps, il vient du politique. Oui, parce que la SAQ... Veut vendre des produits américains. Ils ont dit, on va vendre ça parce que la date arrive, parce que c'est certains produits. Et même le président du syndicat dit Ben là, Chris, c'est quoi votre patente, là? C'est ça. Ça vient d'en haut. Ça vient du bureau du premier. Ça vient de Legault. Oui. Regarde, on va le dire, Chris, ça vient de Legault. Un autre produit qui est dans l'entente de libre-échange. Les voyous, c'est pas Trump, là. Les voyous, c'est nous autres, là. Les voyous, c'est nous autres. C'est pas eux autres, là. Pour ceux qui ne sont pas à l'affût de cette situation-là, j'aurais une explication de mon journaliste préféré. Mon journaliste préféré au Québec, tu sais c'est qui? C'est qui? Thomas Gerbet. Oh, Thomas. Fait que j'ai sorti la nouvelle. Elle est où? Ça peut. Normalement, J'en ai plus goût. Tu m'en as sorti beaucoup, parce qu'on a je l'ai mis 700... en rouge, c'est ça là en rouge. OK, c'est en rouge. Destruction produits US SAQ, c'est ça? Par Thomas. OK. Thomas? Depuis le mois de mars, la SAQ a 27 millions de dollars d'alcool américain qui prennent la poussière dans ses entrepôts. Elle a déjà payé ces bouteilles, mais le gouvernement du Québec lui a interdit de les vendre en représailles aux tarifs de Donald Trump. Nous avons appris que des milliers de ces produits vont atteindre leur date d'expiration cet automne, pour une valeur de 300 000 $. La SAQ le confirme et juge malheureuse l'éventualité de les détruire. Il s'agit de vins rosés, de vigniers, des prêts-à-boire, des crèmes, certaines bières et des liqueurs qui ne sont pas conçus pour une garde prolongée. Selon nos sources, la SAQ a demandé au ministère des Finances le droit de mettre en vente ces produits bientôt périmés, mais elle aurait essuyé un refus. La société d'État se contente de dire que c'est le gouvernement Legault qui décide. Au bureau du ministre des Finances, on ne veut pas s'avancer sur un éventuel remboursement, puisque de toute façon, les pertes réduiront les dividendes versés à l'État. Selon le syndicat des travailleurs de la SAQ, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ils pensent que le boycott nous fait plus perdre que gagner. Toutefois, les chiffres montrent un réel impact du côté des États-Unis. Les ventes de spiritueux y ont baissé de 66%. Les exportations de vin vers le Canada ont diminué de 97%. Ici Thomas Gerbet, Radio-Canada, Montréal. Merci, Thomas. La réalité, c'est que ça paraît pas tant que ça. Puis quand ça paraît, je vous le dis, je l'ai dit sur Vegas. Les chiffres de Vegas, oui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus aller à Vegas parce qu'ils ont l'impression de se faire fourrer à Vegas. Mais le gros de la perte de Vegas, c'est la clientèle canadienne. Donc, moi, je suis fair. OK? Moi, je vous donne la vérité, le plus possible. Mais la SAQ, là, les chiffres du Québec, là, c'est insignifiant. On a toujours l'impression qu'on est plus gros qu'on est. Oui. Oh. Pour le Bourbon, là. Le Bourbon au Kentucky, la grosse marque, là, c'est-tu Members Mark? Je sais pas trop. Maker's Mark. Pas Members Mark. Members, c'est Sam's Club. Maker's Mark, c'est... mais tu ris, il y en a Jack Daniels, c'est du whisky. Maker's Mark, c'est du Bourbon. C'est ça. OK? Mais pour ces compagnies-là qui sont au Kentucky, quand on leur parle du Québec, ça ne représente pas 1% de leurs ventes dans le monde. Donc, c'est toujours plate de voir tes ventes diminuer de 1. Oui, c'est plate. C'est plate. C'est sûr. Je veux dire,
T'es pas sur le bord de mettre du monde dehors. Tu comprends? Donc. Mais quand t'es. Moi, c'est le bout que je comprends pas. Mettons, t'es idéologue. Tu dis, moi, je veux punir les Américains. Je ne vais pas en vacances aux États-Unis, mettons. Je ne vais pas à Vegas. Et je vais en vacances, mettons, en France. Bon. Et tu prends tes vacances pareil. Parce qu'on dans le sens que tu changes de place, mais je parle pour toi, là. C'est-tu toi l'idéologue? Oui, OK, c'est toi l'idéologue, là. C'est toi, là. Donc, à la place d'aller aux États-Unis ou à Vegas, mais tu vas faire d'autres choses. Tu vas te louer une maison aux îles de la Madeleine. Tu vas aller à une autre place. Tu vas aller en Espagne, Christophe. Mais là, c'est pas ça, là. Là, c'est pas ça du tout, là. Là, toi, t'es le double cave. Là, t'es pas cave ordinaire, t'es 2 fois cave. Parce que le stock que tu détruis, c'est toi qui l'as payé, maudit cave. Oui. Mais ça montre... Mais ça montre tout le comportement qu'ils ont avec l'argent des contribuables. Ça explique tout ce qui ne va pas. C'est ça. Ça explique... Il te manque un bardeau. Ça explique les prix payés pour des choses qu'on entend qui n'ont pas de crise de sens. Ça explique les déficits. Ça explique les explosions de budget. Ça explique les explosions sur les salaires qu'on a donnés à des centaines de milliers d'employés qui n'avaient pas de sens. Ça explique tout. C'est que ces gens-là n'ont aucun rapport, aucun contact avec la réalité, à savoir comment vaut l'argent qu'on leur donne. Pour eux autres, c'est du pocket change. Ils agissent comme si on était l'Arabie Saoudite puis qu'on pompait du pétrole à tour de bras. On avait 20-25% de la production totale mondiale qui sortait au bout de la patente à chaque jour. Alors qu'on est une place de pauvres. On devrait être ceux qui réagissent en premier. Ben oui, on comprend, on est insulté, mais c'est pas vrai qu'on va acheter 300 000 $ de boissons. On va les mettre en vente au plus sacrant. On n'a pas le moyen de perdre 300 000. On est une place de pauvres. On va y vendre à rabais, on va y vendre au cost. Le vignier qui vaut 45-50 $, mets-le à 20 $, à 15 $. Tu vas y vendre tout de suite. Des bouteilles de rosé américain, ils vont se vendre. Tu mets ça à 10 $ les bouteilles. Ça va se vendre là. Ah ouais, go. Let's go. Vends ça au monde. Fais plaisir au monde. Non. Mais c'est ça qui... C'est ça. Quand moi, je sac mon camp pendant un mois de temps du dôme, c'est de tout ça que je me libère. Je comprends. La pure folie dômienne, complètement crackpot. Possiblement, le Canada, le Québec en fait partie, encore, c'est le pays le plus cave sur Terre. Je m'en cache pas, là. Moi, quand j'ai rencontré du monde, là, j'allais en Europe, là, je parlais avec du monde. Okay? Moi, je ne viens pas au Canada, là. Viens pas au Canada. C'est un pays de cave. Le gars me regardait, il dit, ouais. Non, c'est le pire pays au monde. C'est le pays le plus stupide sur Terre, c'est le Canada. Le gars, il riait. C'est vrai. Oh, il dit, t'es Québécois, t'es Canadien, tu viens de Montréal. Oui, Montréal, c'est la ville la plus cave au monde. Ah ouais. Le gars, il riait, il trouvait ça drôle. Ah oui, ben c'est... Moi, je suis allé de ça. Je suis franc, moi. Moi, je suis franc, je le dis. Ça, là, cette situation-là, t'expliques ça à une autre personne quelque part. Là. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que tu veux dire. Là. Ils ne comprennent pas ça. Là. Mais non, ils ne comprennent pas ça. Mais non. Ils ne comprennent pas ça, cette histoire-là. Là. Ils ne comprennent rien de ça. Là. Hey, le gars vient d'être décoté. Le gars, il a un déficit de... Bon, si c'était pas maquillé avec des patentes comptables, le vrai déficit aux alentours de 14 milliards. C'est ça. On essaie de nous faire à croire que c'est 11, pas loin de 12, mais la vérité, c'est pas mal 14. La dette est hors contrôle. L'augmentation des dépenses un peu partout est hors contrôle. Les services qu'on a en retour, ça vaut... Tu donnes une pièce, t'en sois pour 15 cents. C'est la déroute totale, là. Et le gars, lui, il se fait coller par la direction de la SAQ en disant « Hey, moi, j'ai pas le moyen de... » Là, après ça, tu vas me dire que c'est quoi? C'est pas les dividendes? Le dividende de la SAQ, mes dividendes ne sont pas assez bonnes. Et là, c'est parce que là, j'ai 300 000 de stock que je peux vendre parce que les autres, ils vendent 2 fois et demi le prix. Ils vendent très cher. Donc, ça veut dire je peux quasiment ramasser 1 million avec ça. Oui, parfait. Non. Puis, je vais crisser ça à la poubelle parce que ton idéologie... Voilà. C'est des extrémistes, là.
On s'entend, là. C'est des extrémistes, là. La patente américaine. L'histoire de Donald Trump leur a donné le go, le OK, pour nous montrer comment anti-américains ils sont. OK? C'est juste ça que ça a fait. C'était le même avant, là. C'est une fiose qui a pété dans le cerveau, là. C'est ça, l'histoire, là. Tu sais, dans le temps, tu avais des panneaux avec des fioses. La fiose était noire. Ils ont 2-3 fioses noires dans la tête. Les fioses. Christophe qui sont fous. Ah, ils sont fous. Ils sont prêts à mourir. Ben, l'ancien PM du Canada l'a dit. On est prêts à mourir, nous autres, esti. On est prêts à crever pour faire chier les États-Unis. Mais toi, tu mourras. Moi, je sais quoi faire. Le vignier de rosée, tu l'as payé de ta poche, cave. Puis là, tu vas mettre la hache dedans, cave. Ben oui. Non, c'est incroyable. Place de cave. C'est ça qu'on est. Une place de cave. Tu peux pas chanter d'un vignoble ici. Là. C'est une place de cave. Ici, tout est cave. Y a-tu quelque chose d'intelligent ici? Il y a quelqu'un de vivant qu'il faut qu'il prouve qu'elle est vivante. Ah oui. Arrêtez. Tu as déjà entendu ça quelque part, toi? Arrêtez. C'est qui les provinces qui vendent de l'alcool américain? Ouais, il doit y avoir l'Alberta, j'imagine. Alberta et Saskatchewan. Les deux places les plus conservatrices. On y connaît. Ben oui. On y connaît. Calve. Est-ce que je suis tanné de vivre dans une place de cave? Et que je suis tanné. C'est surtout tanné que quelqu'un... Je suis tanné. Le monde cette semaine sur Boileau. Ça fait 2 semaines que je suis revenu, je suis fatigué. Le monde sur Boileau cette semaine. Ils vont me rendre fou. Tout le monde sait que le gars de la trottinette a un calice de cave. Mais la raison pourquoi Boileau a passé au cash, c'est quand il dit quoi? Il dit « Toi, tu sais pas à qui t'as affaire. » Donc, lui, il se met sur une marche plus haute que le gars. C'est lui le gros problème. Martine le dit cette semaine. Martine sur TikTok, elle l'a dit cette semaine. Oui, Martine, ben oui. Elle a dit au premier ministre, elle a dit « Si tu veux être humble, montre-moi que tu sais que tu es en bas de moi. » Ils sont pas de même. Le gars, Boileau, bois de l'eau, il l'a dit. Il dit, sais-tu à qui, tu sais pas à qui t'as affaire, en voulant dire, toi, t'es à terre, puis moi, je suis au-dessus de toi. Ouais. Ça explique toute la patente. Oh. Moi, là, j'ai pas besoin d'un gouvernement qui me dit, tu peux pas acheter ça parce que j'ai décidé que t'avais pas le droit. Ça part de où, ça? Qu'un politicien me dise, écoutez, je ne peux pas vous empêcher d'acheter de la boisson américaine ou un vin américain, mais moi, personnellement, j'en achèterai pas. OK. Mais que lui décide, dans un contexte de monopole où le gouvernement n'a pas de calice d'affaires, Pas d'affaire là-dedans. dans la vente au détail, avec des conditions. Il y a du monde qui ont des carrières à SAQ, calice, à vendre d'un magasin. Pensez à ça 5 minutes. Ça n'arrive pas nulle part, ça. Donc, ces gens-là, ils sont tellement en haut de nous autres que lui, il nous donne, c'est lui qui nous dit tu peux ou tu peux pas. Hey, je fais même pas ça avec Tiger, Callis. Mais non. C'est pour ça que je les haïs de même. Plus capable. Je les haïs à mourir. Ouais, mais c'est une drôle de haine, hein? On dirait un anti-gouvernement, anti-système, un genre de couac un peu conspi, coucou. Ah ben regarde, mettez-moi tout ce que vous voulez comme terme. I don't fucking care. Oui. OK, moi y prendre. Vous exagérez. Mais moi, là, j'ai bien plus de problèmes avec les gens qui qui acceptent ça. Ah oui. De voir que des... Ouais, mais on les a élus. Chris, c'est pas des rois. On n'est pas dans une royauté, on est dans une démocratie. C'est nous autres, le boss. Si on le dit, « Hey, ta calice de folie anti-américaine, je veux mon Jack Daniels. » Je veux mon Jack Daniels. Ouais, mais moralement... C'est pas tes calices de folie. Toi, achète ce que tu veux. Moi, je vais acheter ce que je veux.
Ou encore que quelqu'un d'autre dise « Ah, ben regarde, le gouvernement ne veut pas vendre de Jack Daniels. Ben, je vais en acheter, moi, puis je vais en vendre à mon magasin. » C'est ça. T'as pas le droit, tabarnak, va arriver l'armée. T'as pas le droit. J'ai acheté de la Smirnoff cette semaine. C'est quoi l'histoire? Ah! Hey, ben, regardez comment c'est cave. La Smirnoff, la vodka, elle est vendue à la SAQ. C'est quoi Smirnoff? Smirnoff, c'est quelle compagnie, tu veux dire? Ouais. Je ne sais pas qui a Smirnoff. Tu vas me le trouver. Va te trouver ça. Je connais, t'es bon là-dedans. Grog va te le dire. D'après moi, c'est un gros joueur. Oh oui, c'est une constellation de ce monde ou une chose, je ne sais pas trop quoi. C'est un gros joueur. Diageo. Ah, c'est un des plus gros? Oui, c'est un des plus gros. C'est quoi ce Diageo? C'est quoi? C'est quel genre de compagnie que c'est, ça? Diageo, je pense que c'est américain. C'est américain. OK. Mais je peux acheter la Smirnoff. Je comprends pas. Ben, moi, ce que je vois ici, c'est une entreprise britannique. Ça se peut-tu? Non. Non. Il y a une patente US là-dedans. Parce que tu peux pas... Tu peux acheter la Smirnoff normale, mais tu ne peux pas acheter la Smirnoff, mettons... c'est quoi les Smirnoff, là, les genres de... Il y a différents... Les prêts à boire, ça fait la même? Non. La Smirnoff, la vodka, il y a des arômes. Là. Il y a certains arômes dedans. Là. Donc, la Smirnoff régulière, elle est dans les tablettes à la SAQ. Oui. Mais la Smirnoff vodka aromatisée... citron, pas tant de choses. C'est ça. Oui. Elle, tu l'as plus. Pourquoi? Parce que la Smirnoff normale, au Canada, est faite à Scarborough, Ontario. Et la Smirnoff aromatisée est faite quelque part, je pense, dans la Californie. Hey, excusez-moi, là. Vous êtes des assis de mongols. Sérieusement. Alors, vous êtes des vrais caves. Là. Il y a Diageo, la grande entreprise, c'est britannique, mais tu as des divisions là, américaines, canadiennes, pas tant de choses. Donc, le produit Smirnoff, il est fait à plusieurs endroits. Exact. Le régulier, il est fait en Ontario. Donc, on l'a. Mais on n'a pas l'autre au goût citron ou pêche. Non, on doit bien calme. Tu sais, les jeunes, ils aiment ça, se faire un petit verre avec une vodka aromatisée. Nous autres, c'est pas notre style, les plus vieux, mais les plus jeunes, ils aiment ça. Ah, il dit, Smirnoff, telle affaire, il l'a plus, là. Non, c'est à cause de... Ah, voyons donc. Mais la Smirnoff normale est là. Alors, oui, il vous manque des bottes, esti. Il vous manque des bottes. Vous êtes des malades dans la tête. Carrément, des fios. Vous êtes des malades dans la tête. T'as 3 fios de brûser dans la tête. Puis, va te faire soigner. Puis êtes-vous au courant que si ce mouvement-là commence l'autre bord, qu'on ne s'enlèvera pas de ça jamais? Gang de dangereux. Êtes-vous au courant de ça? On m'a toujours dit que le boycott... D'ailleurs, l'ambassadeur le dit. Il dit de pousser la population vers un boycott, on a rarement vu ça. Hey, si vous voulez plus de boîtes, un gros 50 minutes dépassé aujourd'hui sur la version Prime, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Il y a un essai d'1 semaine. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. 100% Jeff Filion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Yeah! Oui, j'ai soif. Si boire que j'avais hâte de lancer le week-end. Oui. En plus, c'est une bouteille qui ne se fera pas briser par la SAQ. Ouais. C'est une bouteille qui vient de l'Australie. Ouais. Ah, on est correct. On est correct. On est correct. On salue Pat, on salue Sylvain, on salue nos pirates australiens. Le bœuf pas de haut. Le bœuf pas de haut. Le bœuf de Chicoutimi-Nord. Exactement. Le chardonnay, le vin le chardonnay. Chardot, c'est le cépage le plus, on va dire le plus connu dans le blanc. C'est le plus connu au monde. C'est le cépage le plus planté au monde. Et c'est pas un hasard du tout.
pas un hasard, c'est normal. Parce que c'est un cépage. C'est des plants de vigne qui s'adaptent très bien à des climats différents. Donc, le terroir différent, climat différent. Le chardonnay est très, très polyvalent. Et le chardonnay va te donner une gamme. C'est ça qui est capoté dans le chardonnay. C'est dire, moi, je suis un fan de chardot. Faire attention. Parce qu'il y a tellement de types de chardonnay, dépendamment de l'endroit ce qui vient, du terroir. C'est qu'il y a plein de styles. Et tu peux avoir un chardonnay qui a un style très sec, très vif. Et l'autre chardonnay, il va être comme un peu plus à l'opposé. Il va être à l'opposé. Tu sais, un jus plus riche, plus gras, plus boisé. Ça dépend comment c'est vinifié. Ça dépend du sol, ça dépend du soleil, ça dépend du pays, ça dépend de plein de choses. Donc, le chardot, il est partout dans le monde. Bien, beaucoup, États-Unis. Et le chardonnay est originaire de la Bourgogne. C'est un classique. Hein? C'est le bébé de la Bourgogne. Mais très présent aux États-Unis, très présent en Australie. Et justement, c'est là qu'on s'en va en Australie. On s'en va en Australie, les régions australiennes. C'est tout un monde. Moi, j'en connais un peu, parce que je suis un aubergiste, j'en connais un peu, mais j'ai beaucoup à apprendre de l'Australie. Ça veut dire, à un moment donné, il faut que je fasse plus de lecture sur l'Australie, parce qu'il y a des affaires très, très intéressantes. Là, on s'en va vraiment dans le Grand Sud, dans le coin d'Adélaïde. Donc, Adélaïde, c'est une région. Puis là, la région qu'on s'en va précisément, c'est Monash Valley. Donc, la célèbre McLaren Valley, mais c'est juste à côté. Donc, c'est pas loin d'Adélaïde. C'est pas loin. D'après moi, c'est même pas 1 heure de char. Même pas. Donc, McLaren Valley, juste à côté. Je pense que la Monash Valley n'est pas connue parce que je pense qu'elle fait partie un peu de la McLaren Valley. Donc, il y a un vignoble là-bas qui s'appelle Farm Hand. Donc, Farm Hand. 4e génération, c'est des pionniers, là. C'est des pionniers de vin bio. Puis ça veut dire ça. Ils sont bio depuis très longtemps. 40 hectares de bio et en grande partie du chardonnay. Puis ce qui est capoté, c'est que c'est quand même des vignes bio qui ont plus que 30 ans. Ça, c'est fou. C'est spécial, ça. Ça, c'est vraiment spécial. Donc, ils sont bio depuis très longtemps. Donc, là-bas, dans la Monash Valley, un climat tempéré sec et les vignes sont assez espacées parce qu'ils veulent faire circuler l'air. Ils veulent faire circuler entre les... des fois, on voit des vignobles, c'est très serré. Eux autres, non. Les autres, ils ont tout espacé ça. L'air circule parce qu'ils veulent éviter les maladies, parce qu'ils veulent éviter, justement, quand ils commencent à avoir des petits problèmes, ils veulent éviter de pouvoir faire des traitements. Donc, c'est pour ça qu'ils donnent de l'air. Ça prend du terrain pour ça. Ils pourraient mettre ça beaucoup plus serré, mais non, c'est la manière qu'ils font là-bas, qu'ils ont planté il y a plus de 30 ans. Et justement, le Farm Hand Chardonnay, lui qu'on l'a à SEQ, c'est le 2024. Il arrive là. Il est arrivé cet été. C'est un vin qui est arrivé cet été. Donc, le jus élevage sur lit, donc ça veut dire quoi? Bien, ils vont laisser le vin en contact avec le dépôt de levure pendant 4 mois. Il y a plein de techniques pour le vin. Les vignerons, là, sont très inventifs. Ils ont chacun leurs petits secrets, leurs techniques, leurs affaires. Beaucoup d'essais-erreurs avec le temps. Et justement, les autres, par rapport aux farmhands, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser le vin avec les dépôts pendant 4 mois. Puis ça va donner un peu de volume en bouche. Ça va donner un blanc qui a un peu plus de corps. Si tu le vois, là, quand tu l'as dans la bouche, quand tu l'as dans ton verre, tu vois qu'il y a un peu plus de corps. Donc, c'est ça qui fait justement le contact avec les lits pendant 4 mois quand même. Donc, c'est un blanc passe-partout, on va le dire comme ça. C'est un vin qui est, bon, petite note justement, petite note crémeuse. Vraiment, petite note là, crémeuse. Puis là, on n'est pas du tout sur le citron ou le pamplemousse. Okay?
On est plus sur nectarine, noyau de pêche. Vous voyez le style un peu là, avec justement cette petite note crémeuse-là qui est très, très plaisante. C'est une bouteille à 17,55 $. 17,55 $. Ça a beaucoup de sens. Puis là-bas, c'est drôle parce que la famille, les propriétaires, leur nom de famille, c'est les Grigariou. Grigariou. Puis je dis, ça sonne grec comme nom. Effectivement, c'est une famille d'origine de la Grèce, du Péloponnèse, qui sont installés en Australie. Il y a toute une histoire. Là. C'est 4e génération. C'est toute une histoire. Les autres, ils ont 2 vignobles. Ils ont Portia Valley et ils ont Farmhand, qui est 100% bio. Donc, c'est vraiment une belle histoire de vigneron. Vraiment le fun. Ça, c'est un vin qui est parfait. Idéal. C'est moi ce que j'ai monté ma plancha. Quand je suis revenu de voyage, ma plancha était encore dans la boîte. Là, j'ai monté ma plancha et là, je me suis fait... En Espagne, il y a beaucoup de gambas à la plancha. C'est pas compliqué. Un peu de sel, des grosses crevettes que tu vas faire cuire sur ta plancha puis tu vas les manger comme ça. Moi, j'adore ça. Crevettes, comme ma mère dirait, tu manges des crevettes pures. C'est ça. Mais ça, c'est le vin parfait pour ça. Un pokéball. Un pokéball, c'est parfait. Des sushis, c'est parfait. Ou une viande blanche. Exemple, je ne sais pas, moi, tu peux avoir une brochette de poulet. C'est parfait. Tu peux avoir, mettons, côtelette de porc. Du porc. Parfait. Farmhand Chardonnay 2024. C'est excellent. 17,55 $, du bio. Et si, mettons, que tu achètes le vin directement, puis ça, j'aime ça. Voir comment que le vin se vend sur place. Ça donne un peu une idée. Des fois, tu achètes une bouteille de vin, tu payes 22$, puis l'Italien, sur place, il t'en vend 2,50 $. Moi, ça m'énerve plus. Moi, j'aime ça savoir comment il se vend le vin. Puis là-bas, si tu vas chez Farmhand, puis tu achètes la bouteille de vin, c'est 90$ australiens pour 6 bouteilles. Donc, ça revient 15$ la quille australien. Ça revient à peu près 13,50$ la bouteille en canadien. Donc, vous voyez un peu la patente, là? C'est pas une bouteille à 3$. Là. Une bouteille à 13,50$ en Australie. On l'a quand même à 17,55$. Quand même. En bas de 20$, je le sais, ça l'a changé. Mais en bas de 20$ aujourd'hui, un vin qui a du sens, qui est droit, qui est plaisant à boire, moi, je pense que c'est un deal. C'est un bon deal. Ça fait partie des bons deals de la SEQ. Donc, oui, il faut aimer le chardonnay, il faut aimer ce style-là, mais c'est un style passe-partout. C'est-à-dire, c'est pas... Je vous disais, il y a une petite note crémeuse. C'est pas agaçant du tout. Là. Si vous n'aimez pas ce style-là, essayez une bouteille, vous allez voir. Il y a une petite affaire crémeuse, mais c'est parfait. C'est numéro 1. Les gambas, la plancha, le soleil. Puis à ce prix-là, c'est quasiment 2 bouteilles. Donc le nom, Farm and Chardonnay Australie. Puis bonne fin de semaine. Oh yes! Parce que l'aubergiste, c'est le king pour lancer le week-end. Et c'est où la place où le week-end est lancé en premier partout à travers le monde? Ici. Working for the weekend. Nous autres, c'est assez. À partir du jeudi soir, c'est festif. Vive Radio Pirate et bon week-end, les pirates. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Radiopirate.com